Alors, le titre de cette table ronde, Une délinquance des mineurs maîtrisée, affiche d'emblée un optimisme que malheureusement, ma longue expérience de magistrat, d'abord de juge des enfants, puis ensuite de directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, ne m'incite guère à partager. Il y a quelques jours encore, le journal Le Monde titrait « La délinquance des mineurs, l'impossible débat ». Si ce sujet déchaîne rapidement les passions et exacerbe les divers camps politiques, nous le voyons à chaque échéance électorale, c'est que la transgression de la loi par des enfants, par des adolescents, traduit un angoissant refus d'intégration sociale qui ne peut que nous interpeller tous, et plus particulièrement ceux dont la mission est d'éduquer. Malheureusement, en France, l'idéologisation du traitement de la délinquance des jeunes, avec le sempiternel et stérile débat entre le tout éducatif ou bien le tout répressif, a considérablement freiné au cours de ces dernières décennies une appréhension objective qui est nécessitée par cette problématique et a fait, à mon avis, obstacle de façon récurrente aux réponses pragmatiques qui s'imposent. La momification, je dirais, les incantations autour de l'ordonnance du 2 février 1945, pourtant constamment remaniée et rapiécée. Vous avez parlé de 30, moi j'en ai noté 35, mon voisin 31 et je crois que monsieur le professeur Varinard 38. Donc 38 réformes depuis 1945, vous voyez que c'est considérable. Et ces réformes ont fait de ce texte ce qu'on peut appeler un véritable mausolée. Toutes les branches du droit ont pourtant évolué depuis 1945 et souvent de façon radicale. On ne voit donc pas comment et pourquoi il n'aurait pas dû en être de même pour le traitement de la délinquance des mineurs. Malgré des qualités indéniables, l'ordonnance du 2 février 1945 a aujourd'hui plus de 60 ans, c'est donc l'âge de la retraite. Et il est naturel qu'elle ne soit plus en adéquation avec un phénomène aussi évolutif que l'est la minorité. Les criminologues nous disent qu'empiriquement, la réinsertion sociale d'un délinquant se fonde sur deux données essentielles. Tout d'abord, la plasticité du psychisme humain. Or, on sait que pendant la période de transition à l'âge adulte, le psychisme est plus malléable, et la capacité d'intériorisation des bonnes normes de conduite. Alors, pour ambitionner de mieux maîtriser la délinquance des jeunes, pour parvenir à une réelle efficacité, j'estime que nous devons nous attacher à trois objectifs, trois pistes prioritaires que je vais donc rapidement et schématiquement bien sûr développer devant vous. Le premier objectif est le suivant. Il faut savoir de quels mineurs nous parlons si l'on veut mettre en place une stratégie efficace et éviter les confusions, les erreurs dans les modes de traitement. Deuxième objectif, notre droit des mineurs est resté profondément hexagonal, franco-français, là encore, ça a été évoqué tout à l'heure, dans un autre domaine. Il apparaît trop étriqué dans une société mondialisée, imprégnée par des normes européennes et internationales, et nous devons donc nous engager résolument dans une vision élargie et comparatiste. Et enfin, troisième objectif, pour maîtriser la délinquance des mineurs, eh bien, il faut avoir à sa disposition des outils éducatifs efficaces et modernes. Donc, en premier lieu, pour établir une stratégie efficace dans le traitement de la délinquance des mineurs, il est impératif, me semble-t-il, de cibler clairement de quels mineurs nous parlons. Si l'on veut assurer la cohérence
de la réponse pénale face à une montée quasi constante de la délinquance des mineurs, peut-on sérieusement continuer à opérer un amalgame entre le mineur délinquant, le mineur en danger, le mineur victime? Comme le disait très justement le doyen Carbonnier, ce qui fait la règle de droit, c'est la chance qu'elle a d'orienter le comportement effectif de ses destinataires. Or, il me paraît illusoire et voire angélique de penser que le même juge des enfants puisse efficacement traiter toutes les formes d'inadaptation sociale des jeunes, de leur naissance à l'âge adulte, et c'est pourtant bien le cas à l'heure actuelle. En effet, l'ordonnance du 23 décembre 1958 sur l'enfance en danger a fait déborder les compétences du juge des enfants du domaine pénal vers le domaine civil, car il ambitionnait à l'époque de créer un véritable droit des mineurs. Mais malheureusement, comme l'a révélé dès 1975 le rapport Costa, les juges des enfants se sont très vite vus accaparés par les fonctions civiles et il s'est produit une déviation fonctionnelle avec un développement exponentiel de la mission préventive civile au détriment du rôle pénal du juge des enfants. Pour vous citer un exemple, sur le plan statistique, au 31 décembre 2010, les juges des enfants suivaient 214 898 mineurs en assistance éducative. Au cours de la même période, ils ont jugé un peu plus de 70 000 mineurs délinquants. Donc vous voyez, les juges des enfants consacrent au moins 2/3 de leur temps au traitement de la délinquance de l'enfance en danger, et le traitement de la délinquance des mineurs n'est pas leur priorité. Selon une étude très récente qui vient d'être publiée au mois de novembre au bulletin d'information statistique du ministère de la Justice, étude qui est intitulée « Trajectoire judiciaire des mineurs et désistance », la notion de désistance désigne le fait qu'une fois un mineur condamné ou après une rencontre du mineur avec la justice, quelle que soit cette rencontre, celui-ci ne revient plus devant l'institution judiciaire. Donc on ose espérer qu'il n'a plus commis d'autres infractions, d'où cette notion de désistance. Donc selon cette étude, on note que 65% ne commettent plus de nouvelles infractions après une condamnation ou tout type de rencontre du délinquant avec la justice, et que le taux de réitérant tout type de délit et d'âge confondu est de 27%. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c'est qu'elle démontre que le taux de désistance est différent selon l'infraction et selon le type de mesure judiciaire qui a été ordonnée. Par exemple, l'enquête nous dit, pour les destructions-dégradations, les mesures de type réparation aboutissent à un taux de désistance de 80%, ce qui démontre une très bonne efficacité. Pour les violences, l'étude relève que c'est par contre la mesure de placement qui est la plus efficace et qui entraîne la plus forte proportion de désistants. Donc, vous le voyez, l'efficacité de la réponse judiciaire est tributaire d'une très bonne adéquation entre l'infraction et le niveau de délinquance. Pourquoi je vous rappelle cela? Parce que il en résulte que cela implique de la part des juges et des équipes qui entourent le juge des enfants une hyper-spécialisation qui milite naturellement pour le choix d'un juge des enfants qui se consacre exclusivement au traitement de la délinquance. Et c'est d'ailleurs le choix qui est fait en ce qui concerne les majeurs pour toutes les délinquances difficiles, qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse des affaires financières. Là encore, nous avons des brigades de magistrats hyper spécialisés. À mon sens, le traitement de la délinquance des mineurs nécessite également des brigades de juges des enfants hyper spécialisés, car je suis convaincue
qu'on ne traite pas un mineur multiréitérant comme un mineur en danger, même si, à un moment donné de sa vie, il peut cumuler malheureusement les deux problématiques. De même qu'on ne soigne pas un alcoolique ou un anorexique ou un schizophrène avec les mêmes méthodes, je pense qu'il est illusoire de vouloir continuer à traiter la délinquance des mineurs comme n'importe quel symptôme d'inadaptation sociale. Pour moi, le registre civil et le registre pénal doivent être clairement repérés, clairement identifiés et ne peuvent pas faire l'objet de réponses identiques. Mais j'ai bien conscience, en vous disant cela, de commettre un sacrilège aux yeux de nombreux juges des enfants. Second objectif, j'estime que le temps est venu de dépasser notre vision trop nationale, trop hexagonale du traitement de la délinquance des mineurs. Et nous y sommes d'ailleurs fermement invités, d'une part par la Cour européenne et d'autre part par le Conseil constitutionnel. L'ordonnance de 1945 a fait du juge des enfants l'homme orchestre, le deus ex machina du traitement de la délinquance des mineurs. Il cumule quasiment toutes les fonctions au cours du procès. Il est d'abord juge d'instruction, il décide de l'orientation du dossier, soit en cabinet, soit devant le tribunal pour enfants. Il préside ensuite la juridiction ou l'instance qui va juger ce même mineur. Et enfin, il exerce la fonction de juge de l'application des peines. Ce cumul des fonctions, qui est d'ailleurs prohibé pour les majeurs, en raison du principe d'impartialité, a longtemps été considéré en France comme une dérogation justifiée par des impératifs de spécialisation du droit pénal des mineurs. Du fait de la prééminence de l'éducatif, le juge des enfants était considéré comme le mieux à même, dans l'intérêt du mineur, de traiter son dossier jusqu'à la décision finale, fût-elle une décision de condamnation pénale. Par un arrêt récent du 2 mars 2010, la Cour européenne a remis en cause cette pratique, considérant que ce cumul entre les mains d'un même juge porte atteinte au droit au procès équitable et plus précisément au principe d'impartialité de l'article 6 de la Convention. La Cour européenne nous dit que dès lors qu'un juge, fût-il un juge des enfants, a effectué des actes d'instruction dans un dossier concernant un mineur, dès lors qu'il a pu rassembler des preuves, qu'il a pu décider de son renvoi devant le tribunal pour enfants, eh bien, il ne dispose plus de l'impartialité nécessaire pour pouvoir ensuite le juger. Donc, le cumul des fonctions d'instruction et du jugement, qui est actuellement la pratique en France, se trouve dorénavant condamné. C'est toute la conception, c'est très important, car c'est toute la conception du rôle du juge des enfants, pivot central de l'ensemble de la procédure, qui est ainsi remise en cause. Le concept du juge des enfants à la française a vécu. Le Conseil constitutionnel vient lui aussi de remettre en cause le rôle traditionnel conféré au juge des enfants. Dans sa décision du 8 juillet 2011, il adopte la position de la Cour européenne sur l'interdiction du cumul des fonctions d'instruction et de jugement, et il demande au gouvernement de modifier sur ce point l'ordonnance de 1945, tout en lui laissant un délai qui va expirer très prochainement. Autre exigence imposée par la Convention européenne, celle d'être jugé dans un délai raisonnable. Il en va de la crédibilité de la justice et de son efficacité. Or, en 2009, le délai moyen de réponse pénale pour les mineurs délinquants était de 18,8 mois pour les condamnations prononcées par le tribunal pour enfants. La réduction des délais pour apporter une réponse pénale à toutes les infractions commises par les mineurs doit impérativement être considérée comme prioritaire. Et dans cette optique, certaines mesures qui ont été récemment prises et adoptées vont à mon avis dans le bon sens. Par exemple,
le dossier unique de personnalité, qui je crois a été proposé par monsieur le doyen Varinard, dossier qui va permettre de ne pas reconstituer à chaque fois un nouveau dossier quand un mineur doit comparaître devant un juge. Autre mesure qui me paraît excellente, c'est la possibilité de césure de la procédure pénale, qui permet au tribunal de se prononcer rapidement sur la culpabilité et puis d'ajourner sur la sanction, ce qui va permettre, dans le délai au maximum de 6 mois, de mettre en place, si besoin est, des mesures de contrôle ou bien des mesures de placement. Alors, vous le voyez, malgré de fortes résistances, il faut le dire, le droit pénal des mineurs français s'imprègne progressivement de toutes les normes européennes et je pense que nous allons assister dans les prochaines années à l'avènement d'un nouveau profil de juge des enfants utilisant des concepts judiciaires plus sécurisés. Dernier objectif, la maîtrise de la délinquance des mineurs passe, je vous l'ai dit, par la mise en place d'outils éducatifs adaptés à l'évolution des formes de délinquance. La protection judiciaire de la jeunesse, qui a été créée qui est une administration dépendant du ministère de la Justice et qui a été créée pour la prise en charge des mineurs sous mandat judiciaire, peine depuis de nombreuses années à satisfaire aux demandes croissantes des juges des enfants. Les multiples rapports qui ont été commandés par les gouvernements successifs de tous les bords sur cette question font tous le même constat. La prison reste encore bien souvent la seule réponse pénale. Sur l'année 2010, il y a eu 3107 mineurs incarcérés, dont 55% en détention provisoire. Et pourtant, depuis maintenant plus de 10 ans, des structures spécifiques destinées à améliorer la réinsertion des mineurs fortement ancrés dans la délinquance ou bien qui ont commis des actes d'une particulière gravité ont été créées, à l'instar d'ailleurs de beaucoup d'autres pays voisins. Il existe chez nous 44 centres éducatifs fermés, gérés par la protection judiciaire de la jeunesse ou le secteur associatif habilité, qui disposent de 488 places, et l'administration pénitentiaire avec la PJJ gère 6 établissements pénitentiaires pour mineurs. Alors, un bilan de ces centres et établissements a été récemment réalisé, d'abord par 2 parlementaires, et ce bilan a été corroboré par un rapport qui a été établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Que nous dit ce bilan? Il est malheureusement mitigé. On relève des carences dans la prise en charge des enfants, faute de mise en œuvre des prescriptions qui ont défini les obligations de ces établissements. On déplore un recrutement des personnels peu formés avec une rotation très importante des effectifs et enfin des conditions matérielles qui ne sont pas toujours adaptées aux objectifs. Trop d'établissements ne répondent pas, n'ont pas de réels projets éducatifs et sont incapables de tracer un bilan sérieux des efforts consentis au profit des enfants qu'ils sont accueillis. Quand on leur dit il y a 2 ans vous avez accueilli tant d'enfants, que sont-ils devenus? Eh bien, ils sont dans l'impossibilité de répondre. Et pourtant, il faut savoir que le prix de journée de ces établissements tourne autour de 650 € par jour et par mineur. La réalité, c'est que l'extrême complexité du traitement de la délinquance des mineurs impose une palette d'outils éducatifs la plus diversifiée et la plus souple possible. Or, nous manquons cruellement d'outils d'analyse objectifs et fiables qui nous permettent d'éviter, dans certains cas, la poursuite, la continuité de mesures qui sont inutiles, qui sont coûteuses, et nous manquons également d'outils nous permettant, au contraire, d'inciter à développer tel ou tel mode de prise en charge. Lorsque j'étais directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, il y avait par exemple l'amiral Braque de la Perrière qui avait conçu
avec le ministère de la Défense, ce qu'on appelait les JET, c'était des jeunes en équipe de travail. Les résultats étaient extraordinaires. Les militaires n'étaient pas très contents parce qu'ils trouvaient que c'était plus dur que de partir au Kosovo, je me souviens. Mais les résultats étaient vraiment formidables. On apprenait à ces jeunes à se lever, à se laver, à être occupés pendant toute la journée à des travaux intéressants. Ils ont été supprimés. J'ai lu dans le Monde de ce dernier week-end qu'il y avait une autre mesure intéressante qui se faisait dans l'Ardèche, une unité éducative en milieu ouvert qui, avec la Fédération française de montagne et d'escalade, fait travailler des jeunes sous mandat judiciaire et cela donne aussi de très bons résultats. Donc il y a des possibilités. La difficulté, c'est de ne pas continuer dans des voies qui sont des voies de garage et par contre d'ouvrir sans arrêt de nouveaux outils éducatifs. Alors pour conclure ce propos, j'ose espérer que le temps est venu d'appréhender le problème du traitement de la délinquance des jeunes de façon beaucoup plus dépassionnée, réaliste, pragmatique, équilibrée. Cessons d'abord de nourrir la boulimie législative sur ce sujet, cadrons le périmètre de l'intervention judiciaire, expérimentons sans a priori ce qui donne des résultats positifs chez nos voisins. Notre responsabilité est collective et l'enjeu est d'autant plus important pour notre société qu'il faut que nous soyons tous bien conscients que la délinquance des mineurs préfigure très directement celle des majeurs. Je vous remercie de votre attention.